Comment le PS va réussir à peut-être tuer LFI? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui en regardant un peu ce qui s'est passé, tout le micmac autour de la taxe Zuckman. Comme vous l'avez suivi, la taxe Zuckman, c'était une taxe sur le patrimoine, on va revenir dessus. Elle a été proposée au budget 2025 de l'Assemblée nationale, elle a été refusée. Et en fait, on va vous reparler de tout ça, surtout pour vous parler de la stratégie qu'est en train d'adopter le Parti socialiste actuellement, qui, dans sa petite technique, donc vous vous souvenez, Barnier est tombé, il a mis Bayrou, Bayrou a raconté n'importe quoi, Bayrou a démissionné, il a mis le Cornu a démissionné, puis il est revenu tout de suite, puis le PS est arrivé en disant, nous, on va pas le censurer parce que, gna gna gna, c'est la responsabilité, il faut un budget pour la France, etc. Et en fait, là, vous voyez pourquoi ils ont fait ça. Parce que le PS, certes, ce sont les pires bâtards de l'univers. Là-dessus, vous savez que nous sommes team plus jamais PS. Ces gens ne sont pas de notre camp. Les 40 dernières années nous l'ont prouvé, même bien avant si on a envie de remonter. Néanmoins, il ne faut pas les prendre pour des abrutis, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont une grande habitude, des manœuvres, des petites techniques, des petites stratégies, etc. Et là, en fait, ils sont en train de dérouler ce qu'ils avaient prévu dès le départ, en acceptant de ne pas censurer le Cornu, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de prendre le lead à gauche et d'être ceux qui sont force de proposition, etc. Et ça, c'est leur arme de destruction massive anti-LFI. On va analyser tout ça avec mon camarade Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on décortique les techniques du PS et qu'on aille un petit peu peut-être choper le col de LFI pour leur dire attention les camarades, vous êtes en train de vous faire plumer. Eh ben c'est parfait, oui je suis d'accord, ça va, le plan se déroule comme on l'a dit, hein, donc effectivement on voit notre PS qui a sauvé Macron et le Cornu pour se donner le temps, alors l'autre fois j'ai dit ripolliner à Padu, qui est... Moi, je suis contre l'utilisation du mot ripoliné. Voilà, je le dis. C'est un mot que nous allons interdire à la Padu Team de manière parfaitement démocratique parce que je l'ai décidé. En tout cas, qui se repeint en rouge, qui se repeint en gauche. Voilà. Ce repeint en rouge, c'est très bien, mon Chris. Franchement, voilà. C'est parfois les mots à 2 syllabes vaut mieux que les mots à 4. Donc, ils sont en train de se repeindre en gauche, là. Et c'est leur stratégie, hein. C'était effectivement de faire tenir Macron le plus possible pour pouvoir changer les équilibres. Et paradoxalement, il faut être un peu lucide. Nous, on les déteste, on sait qu'ils vont trahir, mais ils s'en sortent pas trop mal. Et cette idée, moi je vais en parler, de taxe Zuckman, eh ben, ils sont en train de faire l'agenda, le PS, là, ils sont en train de mettre ça sur la table, ça ne parle que de ça. C'est quelque chose en plus que l'AFI, sur lesquels ils sont, on va dire... défensifs, ils ne peuvent que la soutenir, on va le voir, sans avoir de choses qui sont beaucoup plus à gauche que la taxe Zuckman. Nous, on a plein d'idées. Voilà, nous, on n'est pas là pour 2%. C'est pas notre style avec Zoé. On a toujours dit ici, nous, on n'est pas pour taxer les riches, on est pour tout leur reprendre. Hein, voilà. Et là, pour l'instant, si effectivement l'AFI essaye de se défendre, de débunker, on va le voir, ils sont à la traîne. Ils sont à la traîne sur la bataille politique, l'agenda. Ils sont, comme on l'a dit, peut-être sur le programme, ça fait longtemps qu'on le dit, il va falloir être un peu plus offensif, parce que, plus généralement, le capitalisme en crise va aussi potentiellement refabriquer une gauche d'accompagnement pour sortir de sa crise. Et là, le PS est prêt, beaucoup plus prêt, on va le voir sur d'autres pays. Comment le PS va-t-il essayer de tuer LFI? Nous allons regarder ça ensemble et on va commencer par un petit extrait d'une émission d'une des chaînes de France Télé dont j'ai perdu le nom, mais en fait on s'en fout un peu, où Gabriel Zuckman est invité pour défendre sa taxe. Et vous allez voir, ça va nous permettre de reparler un petit peu de cette taxe et de pourquoi, en réalité, on est quand même sur des trucs un peu tièdes. Hein. Ah ouais, ben, c'est intéressant ça, parce que la taxe Zuckman, elle est tiède pour nous, mais elle est déjà assez tranchante par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur les riches, et c'est pour ça que vous allez voir que toute la bourgeoisie est aux abois face à ça. Ah, ça les rend complètement zinzin, les mecs sont fous. Hein. Mais c'est là que tu vois qu'ils sont beaucoup trop à l'aise en fait, parce que ça leur fasse péter un câble, alors que c'est vraiment, mais je veux dire, c'est... Bah c'est rien quoi. Mais en fait, c'est une question de principe, on va le voir. Vous considérez qu'on doit taxer l'augmentation du patrimoine? Non, je ne propose pas de taxer l'augmentation du patrimoine. Bien sûr que si. Non, je vais vous dire ce que je propose. C'est vraiment les émissions, les mecs qui ont les cheveux blancs, si ça arrive. Le gars, il a inventé une taxe, d'accord? Et il y a des gars en face qui leur disent, vous avez proposé ça.
frère, c'est moi qui l'ai inventé, je peux m'exprimer. Tu vois, c'est comme s'il y a des gars qui allaient m'expliquer à moi le sein graphique, tu vois, genre... non mais c'est ouf l'aplomb que certains ont, quoi. Enfin... Ah oui, oui, et c'est souvent des vieux mecs dominants. On leur a pas assez dit dans leur vie, hé, tais-toi. Allez-y. Tout le monde pourra comprendre en bonne intelligence ce dont il s'agit. Je propose de créer un taux minimum qui est égal à 2% du patrimoine. C'est-à-dire que de poser le principe que chaque année, le montant total d'impôts personnels dont vous vous acquittez, impôts sur le revenu, plus CSG, etc., doit arriver à au moins 2% de votre fortune. Si vous êtes en dessous, vous devriez payer la différence pour atteindre le plancher de 2%. Donc ça, c'est intéressant. Ce que dit Zuckman, il dit, bah voilà, vous avez un certain niveau de patrimoine. Alors lui, il met à 100 millions là, auquel la taxe commence, voilà. Alors vous avez tout, hein, c'est ça qui est intéressant. Des actions, de l'immobilier, etc. Et donc, on estime votre patrimoine, on dit que vous avez à peu près 100 millions d'euros, et donc vous devez donner 2 millions pour avoir le plancher minimum. Si vous avez, pour tout un tas d'autres raisons, des impôts qui vous amènent à 3 millions, vous ne payez pas de taxe Zuckman. Et puis si vous avez plein d'exonérations d'impôts, je ne sais quoi, que vous avez 1 million, on vous rajoute 1 million pour arriver au plancher. Alors moi, c'est vrai que je me dis les pauvres, parce que c'est vrai que quand tu es à 100 millions, Zoé, et que tu dois vivre avec 98... Je pense que tout le monde mesure ici l'enfer que c'est de devoir vivre avec 98 millions. Enfin, vous vous rendez compte, la France paravolo, Chris. La France paravolo. Gna gna gna. Ça veut dire qu'on ne peut pas se payer de voyage dans l'espace 3 fois par an, Chris? C'est ça que tu veux nous dire? Non, on va devoir se Ça restreindre. veut dire qu'on ne peut pas offrir à sa femme, oui, parce que bien sûr la fortune est détenue par l'homme dans ce couple. Ça veut dire qu'on ne peut pas offrir à sa femme une rivière de diamants pour chacun de ses anniversaires. C'est ça, Chris? Ça va être un ruisseau de diamants. T'imagines le truc de merde, quoi. Bon, bref. La flaque. Cela n'a rien à voir avec l'augmentation ou la baisse de votre patrimoine. Il s'agit de créer un minimum. J'aime bien comment il lui parle comme un débile, ça me plaît beaucoup. Tu vois, Zuckman, je suis pas trop fan de... Pour moi, t'es un sauce d'aime, tes propositions, mais la façon dont tu humilies des vieux avec des cheveux blancs, moi, je prends, quoi. Pour que ce minimum fonctionne, il faut qu'il soit exprimé non pas en pourcent du revenu, parce que tout le problème, c'est que les milliardaires se débrouillent pour déclarer peu de revenus, mais en pourcent du patrimoine, qui lui est tangible. Alors, voilà pourquoi ça les rend dingos. Et vous allez voir tous les débiles qui soi-disant sont des spécialistes vous dire mais en fait c'est un stock et on taxe pas de stock, on doit taxer des flux. Alors oui, effectivement les riches sont d'accord pour qu'on taxe leur flux de revenus, c'est-à-dire ce qui circule quand ils font un cycle de marchandises. Parce que ça veut dire que quand ils font un cycle de marchandises, quand ils ont du revenu, ils vont faire 100 millions de revenus, vous allez en prendre 2, 3, 4, 10%, il va leur en rester. Donc ils vont quand même faire de la plus-value. Voilà. Et quand vous faites un flux de revenus à 100 millions d'euros de revenus, vous avez, on vous prend 5%, 2%, et il vous reste la plus-value, ça reste de la plus-value pure et dure. Ce que fait Zuckman, et c'est pour ça que ça les rend dingos, c'est qu'il attaque directement l'estimation de capital des moyens de production avant le cycle de marchandises. Il dit... Moi, je vais vous enlever 2% de votre capacité à faire du revenu, avant même que le cycle se passe. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que on va leur demander de l'argent sur leurs actions avant qu'elles aient fructifié en dividendes, sur leur immobilier avant qu'ils aient perçu des loyers et qu'ils aient fait le bilan de leur SCI, etc. En fait, on va leur demander un impôt sur la propriété indépendamment des revenus qu'ils ont fait avec. Alors que eux, ils étaient prêts à donner juste une partie du revenu qu'ils ont fait. Et donc, c'est beaucoup plus important. D'où les estimations entre 20 milliards de la taxe Zuckman. Ça, c'est dingo pour eux parce que là, on vient taxer leur capital. Là, on vient s'en prendre directement à leurs moyens de production, d'enrichissement et d'accumulation. Ce qui est drôle, c'est que c'est exactement le même mécanisme que pour les gens, si vous voulez vous représenter, qui sont dans le... Parce que vous n'avez pas tous des portefeuilles en action. Alors, Zoé, elle a des SICAV et des assurances vie dans tous les sens. Mais voilà. Oui. Elle a 3 conseillers financiers, de patrimoniaux. Mais on n'est pas tous une bourgeoise comme Zoé. Voilà, donc c'est exactement la même chose que ce qu'on appelle la taxe foncière. Vous voyez, quand vous payez la taxe foncière, c'est une taxe sur votre patrimoine, indépendamment du revenu que vous en faites. Et quand vous êtes propriétaire, on vous demande un niveau d'argent, une taxe,
parce que vous possédez une maison. Même si vous n'avez pas fait de revenus avec, même si simplement vous l'habitez, vous n'avez pas besoin de la louer ou de machin, etc. Eh bien là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, c'est un stock, c'est vous possédez une maison. Alors eux, ça va être sur des grands patrimoine professionnel, etc. Donc le capital productif. Et là, on vient leur dire la même chose que ce que tout le monde a quand on est propriétaire de sa maison. On va dire, vous allez avoir la même chose sur vos entreprises, sur vos assurances vie, parce que le fait d'être propriétaire, ça vous permet de faire de l'argent et donc vous devez payer là-dessus. Et ça les rend dingos de chez dingo. Et quand vous entendez des gens se plaindre de ça, c'est vous êtes sûr que vous êtes dans le capitalisme et d'avoir des gens qui ne veulent pas qu'on attaque leur capacité à s'enrichir et à faire de l'enrichissement, tout simplement. Je vais maintenant répondre à votre deuxième question, qui était sur comment est-ce qu'on peut valoriser le patrimoine. On parle pas, bien sûr, de taxer les entreprises. On ne parle pas de taxer les entreprises, on parle de taxer les fortunes des gens qui ont plus de 100 millions d'euros. Les individus. Les individus, les personnes physiques. La moitié de la fortune des personnes qui ont plus de 100 millions, c'est des actions dans des sociétés qui sont cotées en bourse, comme LVMH, comme L'Oréal. Donc là, il y a une valeur de marché observable. Voilà. Donc c'est là, on vient leur dire, pour une fois, on va regarder la valeur de vos actions et vous allez donner de l'argent indépendamment de savoir si elles ont rapporté ou non. Et ça, tu te rends compte, c'est un truc de fou. Pour eux, c'est dingo, tu vois. Et c'est vraiment une question de principe. Tu leur dis, voilà, vos 100 millions d'actions vous ont rapporté 20 millions, vous en donnez 10, ça leur va. Parce que eux, on n'a pas touché. Là, on va leur dire, vos 100 millions d'actions, peu importe le résultat de l'entreprise, ça se trouve, vous ferez zéro bénéfice. Vous allez quand même devoir donner 10 millions parce que vous avez 100 millions d'actions. Ça, c'est le prélèvement au capital. Et c'est pour ça que cette taxe rend les milliardaires, les millionnaires dingos qui vont parler d'empêchement de l'activité économique, etc. Voilà, parce qu'on vient taxer, pour une fois, vraiment le capital. C'est ce que explique Zucman. L'autre moitié, ça va être des grosses sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, mais par définition, si leurs propriétaires ont une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros, c'est des grosses entreprises non cotées. On sait comment valoriser les sociétés non cotées de grosse taille, parce qu'on peut regarder les entreprises comparables qui sont cotées en bourse, qui sont dans le même secteur. Et regardez la tête du gars. Là, le gars, il est en train de dire, putain, mais c'est quoi ces socialo-communistes? Ils vont estimer notre fortune, putain. Ils vont estimer notre capital pour nous demander de l'argent. Alors que c'est leur argent, Chris, ils l'ont fait tout seul. Vous vous doutez bien que Bernard Arnault, tout seul avec ses petits bras, il a fait des centaines et des centaines de milliards d'euros. Hein. Vous savez, Bernard Arnault, c'est le gars que vous croisez en train de courir le matin avec son pantalon de chantier et sa bétonnière comme ça pour construire ses usines lui-même. Après, il court comme ça, il va tanner le cuir pour faire ses sacs à main. Après, il court, il coud ses sacs à main lui-même et tout. Après, il va les vendre lui-même. C'est lui qui conduit le camion pour les acheminer. Après, il est là, il est dans une imprimerie, il imprime Le Parisien, son journal et tout. C'est lui qui fait tout seul. Après, il va vendanger son champagne et tout. C'est lui qui a tout fait, sa fortune, tout. Alors oui, je dis ça en rigolant, mais t'as raison. bien sûr, rappelons les camarades qu'il n'existe aucune personne qui a une fortune de plus de 100 millions d'euros qui ne l'a pas volée à des milliers de gens, en fait. Ces gens sont des immenses voleurs. Personne ne peut accumuler ça sans avoir exploité la force de travail de centaines, voire de milliers, voire de millions de gens. C'est une dinguerie. C'est ça. C'est une folie. Et là, on vient toucher directement à ça. Et là, pour eux, c'est une dinguerie de chez dinguerie. C'est vraiment une affaire de conscience de classe, là. Ils savent très bien à quoi on s'attaque. On s'attaque pas au flux, aux revenus. Non, on s'attaque au stock. Il y a plein d'économistes de droite, on va le voir, qui dit... tu vas voir, là, il y a leur chef, là, Éric Larchevêque, là, ce tartuffe, cet imbécile économique. Mais bon, c'est l'économie bourgeoise, hein. C'est des gens qui croient avoir inventé la Lune alors qu'ils regardent que le doigt. Mais clairement, du coup, ils savent très bien ce qu'on fait. On s'attaque à leurs moyens de production. Milliers C'est d'analystes ce que fait financiers Challenge. En gros. Vous reprenez la Non, mais méthode c'est Challenge. pas Challenge, c'est des milliers d'analystes D'ailleurs, ça se financiers termine toujours par qui, dans le Challenge, monde après vos entier, interventions. Là, c'est vous font qui ça. l'avez dit. Là. Et c'est comme ça, donc, que ça fonctionnerait. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et là, du coup, levée de bouclier. Je parlais de Éric Larchevêque qui s'oppose à la propriété privée. Alors regardez les arguments de cette économie. Alors je vous ai expliqué, tous les gens qui vous expliquent, on ne taxe pas de stock. Alors vous expliquerez à tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on taxe sinon un stock quand il y a la taxe foncière? Vous leur demandez ça, juste ça, pour voir. Normalement, c'est le moment où ils saignent du nez. Je rappelle que Marx a écrit Le Capital pour se moquer de l'économie bourgeoise. C'est une critique de l'économie politique. Il appelait ça le plus grand pavé jeté à la figure de la bourgeoisie. Je pense qu'il avait raison et il se rend pas compte à quel point aujourd'hui. Donc, Éric Larchevêque détruit Zucman, soi-disant. Alors attends,
Je te laisse deviner, Chris. À ton avis, qu'est-ce qu'il a fait comme formation? Pourquoi il en est là, Éric Larchevêque? Est-ce que tu sais? Je dirais qu'il s'est fait tout seul. D'abord ouvrier sur les bancs à l'usine, à l'atelier. Il a bourlingué, comme ils disent souvent, et il a grimpé l'échelle de la réussite sociale. Son métier, c'est d'être travailleur, comme dirait Magali Berda. Eh bien, écoute, on n'est pas loin de ça. Pour être précise, c'est intéressant le parcours de Éric Larchevêque, parce que là, tu vois vraiment, lui, c'est un libertarien, les amis. Alors, les libertariens, je vous rappelle que ce sont les gens les plus stupides de la planète. C'est-à-dire que les gens ont une vision de la politique d'enfants de 4 ans et demi. Et ils croient qu'en fait, en laissant tout libre de tout faire et tout, naturellement, les gens qui sont gentils au fond de leur cœur, ils vont correctement bien se comporter et tout va s'équilibrer comme ça entre les gens. Et ça va être super. Vraiment, c'est ça le libertarianisme. Hein. Je pense que c'est difficile Rappelle notre de le tech, hein. définir autrement. S'il y avait que des libertariens, le monde serait peuplé par des ours. Parfaitement. C'est Avec tout le respect que nous avons pour nos camarades des ours, que nous préférons objectivement aux libertariens. Bah, si c'est vraiment clair. on doit choisir Si on entre doit les deux. choisir direct, quoi. Seul dans la forêt, un ours ou un libertarien, moi je prends l'ours, perso. Bah, Mais c'est clair. après. Donc en fait, non, il est fils d'un porcelainier, figure-toi, donc d'un patron. Hein. Et voilà, il a fait un diplôme à l'ESIEE, qui est une école d'ingé, voilà, une des grosses écoles d'ingé françaises. Spécialisation conception des architectures de l'information. Je ne sais pas ce que ça veut dire, toi non plus. Mais en fait, assez vite, notre camarade Eric a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme Xavier Niel, j'ai envie de dire, il a décidé de se lancer dans une SAS spécialisée dans les sites de rencontres et il y a des guillemets dans Wikipédia, divertissement pour adultes. C'est Voilà, bon, donc il fait ça et tout, mais bien sûr, il la revend 10 ans plus tard à un truc qui s'appelle Rentability Web, ça ne s'invente pas, hein, pour 22 millions d'euros. Pas mal. Et puis, dans les années 2000, il se lance dans le poker. Ben oui, je veux dire, le mec va faire tous les trucs de la pègre, hein, globalement. Voilà. C'est ça. Donc, il se lance dans le poker et il décide d'arrêter afin de se tourner de nouveau vers la création d'entreprises. D'accord. Donc, voilà. Après, il crée un comparateur de prix de produits de grande consommation. Voilà. Il revend son projet et blablabla. C'est que des trucs de parasites, hein. Le mec Oh, ne fabrique putain. rien. Et après, il se lance dans la crypto-monnaie. Et oui, mon Chris, Oh là là. évidemment, bien sûr. On dirait un sketch. Oui, On c'est dirait- un sketch. On dirait un sketch. Voilà, donc nanana. Ensuite, il rentre dans des conseils d'administration de grosses boîtes et machin. Il cofonde une école d'informatique. Le mec, c'est Xavier Niel de Wish. Hein, genre, Ah ouais, vraiment. c'est ça. Le type a fait Xavier Niel, mais en un peu moins bien, parce que pour l'instant, il n'a pas réussi. Mais Oui, alors c'est vraiment un gros loser parce que globalement, ce qu'il fait, ça foire. Hein. Il monte son école en février 2022 et ça ferme en juillet 2025 suite à une impossibilité de trouver un équilibre financier, je cite Wikipédia. Ensuite, il s'associe avec des banques et la communauté de communes de je sais pas quoi. Prise de position, il est proche du libertarianisme, évidemment. Et alors là, quand même, petit truc. Parce que, en fait, vivre dans le monde des libertariens, c'est dangereux, comme vous le savez. On peut finir par se faire bouffer par des ours, mais aussi par des êtres humains. C'est ça le problème avec le libertarianisme. Et donc, figure-toi qu'après l'enlèvement de son associé David Ballan, il milite pour le port d'armes à feu de catégorie B pour les professionnels du secteur des crypto-monnaies, évoquant un droit à la défense. Oh, le cow-boy. Il fustige à cette occasion un modèle actuel à bout de souffle et déclare « Le laxisme judiciaire est un échec. L'idéologie de la réinsertion automatique sans sanction forte n'a produit que le chaos. » Alors que Éric Larchevêque, lui, il ne produit pas le chaos. Hein. Le mec ne crée pas du tout de chaos. Il monte des trucs qui se pètent la gueule. Il fait de la crypto à la con. Il veut surtout pas qu'on touche à la fortune des mecs les plus riches de cette planète alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle en bas. Mais ça, c'est pas le chaos, ça. Dénonçant un État obèse, vivant au-dessus de ses moyens. Ça, c'est bingo. État obèse, si vous l'avez, ça rapporte pas cher, mais il tombe souvent. Exactement. Ce que j'espère, c'est que le modèle libertarien de Trump et Musk va donner un coup de fouet à l'Europe. Alors lui, il parle de coup de fouet au sens propre, hein, je pense. C'est-à-dire qu'il veut vraiment être derrière nous et nous fouetter le cul pour qu'on bosse et que lui, il récupère la thune. Il n'y aura pas d'autre choix que de sortir la tronçonneuse comme Javier Milei en Argentine. Let's go, j'ai envie de dire... Quelques semaines plus tard, il relaye une vidéo intitulée « Afuera, attention ça dégage », reprenant le mot d'ordre du président argentin. Il s'élève la même année contre la taxe Zuckman qui vive à taxer, nanana. Non mais, quand même. Alors, Chris. moi, je vais te citer le gars parce que ça va bien correspondre et je préchote. Je pense que chaque phrase va être contestée par notre cher Dr Zoé. Donc, Éric Larchevêque, donc c'est ça qui est intéressant pour reprendre le contexte. Vous voyez, on a Zuckman qui vraiment
change un petit peu la donne et propose d'aller taxer le capital. Et on a le PS qui est derrière ça, on va voir derrière quand même Arculon. Mais c'est quand même quelque chose qui attaque un petit peu quand même le néolibéralisme et l'accumulation sans fin du capital qu'on avait ces dernières années. À tel point, comme on l'a dit, qu'on a des Éric Larchevêque là qui voilà. Et regarde bien les arguments économiques d'Éric Larchevêque, quand même, on est sur du très très lourd. Hein. Éric Larchevêque détruit Zuckman qui s'oppose à la propriété privée. Zuckman nous explique que posséder chacune des actions qu'on détient est une conception royaliste de l'économie. Moi, je dirais capitaliste, hein, mais ouais. après... Voilà. Alors lui, il utilise royaliste pour, tu vois, faire le malin. Moi, je trouve ça marrant qu'il dise ça, parce que c'est vraiment pour moi féodal presque. Ouais. C'est ses terres, quoi. Tu vois, c'est d'où on vient me parler sur mes terres. En d'autres termes, la propriété privée devient moralement illégitime au-delà d'un certain seuil. Alors là... Alors... Eric, regarde-nous bien. Tu n'es pas prêt, je te le dis, Eric. Tu vas arrêter d'aller faire le con avec des crypto-monnaies. Tu vas prendre ton tour de poubelle comme tout le monde, Eric. Comme tout le monde. Et pire de tout ça, Eric, c'est que nous, dans notre monde, ça ne sera même pas possible d'envisager d'accumuler, ne serait-ce que, allez, mais 100 fois moins que les sommes dont nous allons parler ensuite. Genre, vraiment, tu n'as pas idée d'à quel point nous sommes ton pire cauchemar. C'est ça. Mais c'est marrant parce que moi, ça me fait penser au même là. Zoé qui dit moi, je suis pour la taxe Zuckman. Et il y a Éric Larchevêque qui dit ne tu te rends pas compte que ça voudrait dire que la propriété devient moralement illégitime au-delà d'un certain seuil. Et Zoé qui répond mais Eric, pas besoin de me convaincre, je suis déjà pour. C'est exactement ça. Et là, il rajoute, c'est précisément là le basculement dangereux. Dès qu'on commence à juger ce qu'un individu devrait posséder, on ouvre la porte à une logique de confiscation. Oui, Eric, on va tout te reprendre. Et encore, toi, t'es un petit kiki, toi, dans ce mood-là. Mais alors, tes potes qui sont pétés de thunes, là, on l'a dit juste avant, ils exploitent la force de travail des gens. Eric, ce n'est pas toi qui as fabriqué cet argent, d'accord? Toi, tu as juste essayé de sucer là où on pouvait ponctionner de la plus-value, comme un petit rapace que tu es, là, comme ça. Mais en vrai, Eric, tu n'es pas meilleur que le mec qui se pète le dos à se lever à 4 heures du matin pour être éboueur, d'accord? Tu es même plutôt moins bien dans l'échelle de l'utilité sociale et collective du travail fait. Alors nous, on n'est pas des chiens, Eric. Rassure-toi. Quand tu iras faire ton petit tour de désherbage de carottes, tu auras le droit, évidemment, à une gourde et à un chapeau. Mais par contre, on va tout te reprendre et tu vas être comme tout le monde, mais t'inquiète, ça va être un monde cool. Hein. Tous tes besoins de base seront assurés. Le logement assuré, l'accès au chauffage, à l'électricité et tout assuré, la bouffe assurée, l'eau, machin, la santé, l'éducation de tes gamins, le divertissement, le transport, le machin, tout géré, tous ensemble en collectif et tout. Mais par contre, tu vas pas nous faire des dingueries là, à vouloir accumuler 1000 fois plus de choses. Je dis 1000 fois, c'est vraiment très sympa, hein, parce que c'est beaucoup plus en réalité les sommes dont on est en train de parler, que les gens qui font le travail, que tes voisins, que tes frères en humanité, d'accord? Ça suffit, Eric. Ça suffit, Eric. Mais Eric, il est marrant parce que c'est vraiment, il nous donne des clés de ce que c'est la conscience, la fausse conscience bourgeoise. Mais ça, c'est les libertariens, c'est vraiment, les libertariens, c'est trop marrant. Hein. Écoute bien cette phrase magnifique, un incipit du Capital. L'économie n'a rien de royaliste lorsqu'elle respecte le droit de propriété. C'est au contraire la base même de toute démocratie libérale moderne. Tu nous rappelles la révolution bourgeoise oui, effectivement, si vous avez abattu la monarchie, c'est que c'était trop contraignant pour les affaires. Merci de nous le rappeler, monsieur l'archevêque. Voilà. Alors, et là, petite conclusion finale, on dirait une fable de La Fontaine. Le problème n'est donc pas qu'il y ait des milliardaires, Zoé. Tu vois, tu t'es trompé, Zoé. C'est pas un problème. Le problème, c'est de glisser vers une société où plus personne ne pourra le devenir. Les gens, arrêtez de prendre ce gars au sérieux. Hein. Ce n'est pas un économiste, c'est quelqu'un qui ne comprend rien à l'économie. Je veux dire, vous pouvez l'amener à l'appât du team, je pense, en 30 secondes, il débranche. Il va pas me faire le coup du stock flux parce que je vais lui expliquer ce que c'est les moyens de production, les capitaux, est-ce que c'est un cycle de marchandises et ses accélérations. Mais du coup, en tout cas, à la fin, vous vous rendez compte que ce qui le rend fou, c'est qu'on puisse pas devenir milliardaire. Bon, bah voilà. Aucun d'entre nous ne va devenir milliardaire, en fait, Eric. Hein. Voilà. Aucun. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un sujet, tu vois. Ça ne va pas arriver.
Donc c'est très intéressant, ça faisait longtemps que le PS n'avait pas effrayé des riches. Tu vois, c'est là où on voit qu'il redevient de gaucher. Le PS effraie des riches. Il effraie même Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, les Maud Ah Bréjon, ouais. Alors les ça, vous savez, ça c'est les Aurore Berger, les machins, les- et c'est tout ce les genre-là. Sibeth Ndiaye. Oh là là, est-ce que la meuf est dead? On sait pas. Alors, Maud Bréjon, elle, on lui pose la question, c'est Apolline de Malherbe qui lui pose la question sur la taxe Zuckman. Est-ce que cette version-là, qu'on appelle en quelque sorte Zuckman Light ou Zuckman 2, Oui, parce qu'entre les deux, alors elle parle de ça, on va pas vous refaire tout le truc, mais le PS, ils ont quand même réussi à trouver quand même ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'était un peu trop de gauche, la taxe Zuckman. Donc ils ont proposé une version light, voilà, pour rester un peu à gauche, mais en même temps être content avec les macronistes et qu'ils votent pour eux. Donc on va voir le résultat. pourrait effectivement avoir vos faveurs? En fait, entendez-moi bien, tout ce qui toucherait demain à l'appareil productif, Alors l'appareil productif, on l'a dit, c'est les moyens de production, c'est le capital. Capital constant, voilà, comme on dit dans le monde du marxisme, voilà, c'est voilà, capital constant. l'emploi et à l'innovation, le gouvernement y sera opposé parce qu'encore une fois, ça affaiblit ce que sont aujourd'hui les grands atouts français. Ah, les grands atouts français, c'est les gros riches qui s'en mettent plein les fouilles sur votre dos en vous exploitant et en faisant de la valeur avec leurs moyens de production qu'on n'a pas le droit de taxer. Moi, je fais la trad, parce que c'est... Zoé, tu me dis si je vais trop loin. Non, c'est bon, pour les on riches. parle tous le mot de Bréjon maintenant. Permet au pays de produire de la richesse. Ah, ça permet aux riches de produire de la richesse. Parce que le pays, je vais plutôt te faire une passe D, s'affaiblit quand ils prennent la richesse et qu'ils gardent pour eux, je sais pas, peut-être la santé ou peut-être l'éducation, Zoé, je sais pas ce que t'en penses. Nous, on n'a pas vu la richesse créer nos modes chez moi. On n'a pas vu, on attend. Est-ce que tu peux nous l'envoyer, s'il te plaît? Parce que je pense qu'il y a eu un petit problème, il y a eu un petit court-circuit, il y a eu un truc qui s'est pas bien passé. Et les commentaires, les gens qui regardent, là, les milliers de gens, parce qu'on peut dire ça maintenant, là, pas du team, on est quand même, voilà, des milliers qui nous regardent chaque jour, on vous remercie. Bah, demandez si vous avez reçu la richesse produite, parce que nous, on a... C'est comment? Est-ce on que ça attend. pète dans la soie chez vous? Alors, on s'éclate avec toute cette richesse Je produite? crois pas. Les pensions de retraite sont baissées, les salaires sont compressés quand vous êtes fonctionnaire, les salaires n'augmentent pas, les minimums retraite diminuent, le RSA est attaqué, voilà. Non, mais Chris, c'est que t'as pas le bon mindset. En fait, c'est que vous avez pas envie de devenir milliardaire. Moi, je pense Ouais. que c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. C'est Eric qui nous l'a dit. Hein. C'est ça. Ce qui permet au pays d'avoir des emplois de bonne qualité. Emploi de bonne qualité pour un pays en tête de nombre de morts au travail. C'est nous les champions d'Europe, c'est nous. Quasiment 1000 personnes qui crèvent chaque année au travail en France, let's go. Et ça ne compte pas les gens qui se suicident à cause de leur travail et tout ça. Ça ne compte pas les gens qui vont rester handicapés à vie à cause de maladies professionnelles ou d'accidents du travail. Ça ne compte pas tout ça. 3 morts par jour, 1000 morts par an. Merveilleux. Après, Maud Bréjon, c'est une meuf, tu vois. Alors, elle sort pas d'un milieu très bourgeois, pour le coup, Maud Bréjon. Mais elle s'est retrouvée en école d'ingé, machin, et elle a Vous chopé... remarquerez que Zoé a des fiches sur tout le monde. Je connais le CV de chaque macroniste. Hein. Vraiment, je vous le dis. Je cligne des yeux. C'est ma passion. Libérez-moi. Non, mais cette meuf, en fait, elle a fait sa carrière... Faut que je revérifie, mais je suis quasiment sûre de moi. Elle a fait sa carrière à EDF, en fait, cette meuf. Tu sais, elle a chopé un gros poste à EDF, tu sais, genre gestion de crise, machin, responsable des achats et tout, tu vois, ce genre de truc. Et elle est rentrée à LREM, mais tu sais, vraiment au tout départ, quoi. Genre, en 2016. L'époque bénie des cadres qui voulaient faire de la politique, quoi. Exactement. Et elle s'est retrouvée, voilà, elle a grenouillé, etc. Elle est montée, elle a été porte-parole du gouvernement avec Prisca Thévenot. Et en fait, cette meuf, elle était surtout... Les 2 mecs dont elle était le plus proche dans les gouvernements Macron, c'est Bruno Le Maire. Alors, je vous rappelle que Bruno Le Maire est l'homme le plus stupide de France. Ah oui. Juste devant, oui, Sarkozy. On est sur des niveaux de bêtises, mais enfin, un jour, il faudra qu'on se fasse une rétrospective Bruno Le Maire. Mais vraiment, ce mec est un abruti. Mais et chose rare, il arrive à être plus mauvais écrivain qu'il est bête. Le renflement brun, on en parlera de ça. Ouais. Y a fight avec Marie Minelli. Hein. Mais c'est quoi le problème des ministres macronistes, Chris, de vouloir absolument écrire des romans avec des scènes érotiques hyper gênantes? Mais c'est quoi leur souci? Marlène Schiappa a fait ça, Bruno Le Maire fait ça. En plus, c'est vraiment les plus cons qui choisissent de faire ce truc. Mais il y a peut-être une corrélation, remarque, entre la connerie et le choix de faire ça. Ouais. Mais c'est une folie, quoi. Enfin, c'est... Un jour, on fera mon Dieu, session
littérature des ministres. On peut se marrer avec des extraits de Marie Minelli. C'était quoi son livre? Sexe, drogue et banlieue chaude ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Et c'est que des trucs hyper fétichistes, racistes, avec des mecs issus de quartiers populaires arabes qui ont des effluves comme ça et elles sentent leurs odeurs d'effluves. Enfin, non, mais c'est... Enfin, bon, bref. Passons. Si vous voulez, il y a Marouchka de la chaîne Qu'est-ce qu'on lit qui a fait 2 vidéos sur les livres érotique de Marlène Schiappa. Mais vraiment, regardez ça. Mais si vous voulez rigoler, alors c'est gênant. Hein, c'est vraiment extrêmement gênant. Allez voir ces vidéos, elles sont incroyables. Hein. C'est chef-d'œuvre. Donc bref, je disais que voilà que Maud Bréjon, elle a été hyper pote avec Bruno Le Maire. Mais devine quel est l'autre mec avec qui elle est hyper pote dans les ministres macronistes? Mais je ne sais pas. Gérald Darmanin, mon cher ami Chris. Est-ce qu'elle a eu un appart pour ça? Alors, je lui souhaite que non, mais je crois que Gérald Darmanin réserve sa gestion de l'attribution d'appart aux femmes vraiment prolétaires et en situation de vulnérabilité immense. C'est vraiment son style de femme. Vraiment, donc Maud ne rentre pas dans les critères. Il est dans la charité. Oui, tout à fait, par gentillesse, n'est-ce pas? Donc voilà, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, j'ai envie de dire, quand c'est ça, tes 2 potes en politique, tout est dit. Des emplois de bonne qualité, bien rémunérés. Et donc, ce qui permet aux gens de vivre mieux. Alors, il y a des gens qui vivent mieux grâce au fait qu'on ne taxe pas le capital et qu'on produit beaucoup de richesses, mais faudrait peut-être dire qui. Et vous pouvez l'appeler Zuckman Light, à partir du moment où ça touche à l'appareil productif, aux usines, aux grandes startups qui créent de l'innovation. Au capital, c'est comme ça qu'on dit, Maud. Nous serons contre. Voilà, donc politique pro-patron, l'accord, le cornu PS, bon, vous voyez, c'est bien, mais faut pas faire des trucs de gauche, voire même des trucs de gauche light. Donc, résultat de tout ça, Zoé, je te le donne en 1000, badaboum, refus d'obtempérer. Oh non, on avait dit qu'on allait négocier avec Macron et que ça allait bien se passer, qu'il allait devenir la responsabilité et je sais pas quoi et faire, tu sais, la synthèse et tout. Mais en fait, la synthèse, revenir sur son bilan. Voilà, Carole Delgado va revenir sur son bilan parce que nous, on est pour la justice sociale et le cassoulet. Eh ben non, Carole, ça ne prend pas. Donc c'est drôle, hein, regardez l'Assemblée, donc 406 votants, il y avait quand même du monde, hein, à mon avis la buvette devait être fermée, mais 400 exprimés, 172 pour, donc là vraiment le NFP qui était pour la taxe Zuckman, hein, donc Zuckman avait soutenu le NFP en 2024, c'est cohérent, et 228 contre, donc RN et LR, donc là vous voyez ce que s'appelle la droite, là on est vraiment dans la droite qui veut pas taxer le capital. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit vraiment qui a pris le lead, on l'a dit tout à l'heure, sur la taxe Zuckman, c'est le PS. Voilà. On l'a vu, même Zuckman Light, etc. C'est eux qui sont estampillés comme, on va dire, la force qui a proposé un truc. Alors, cette défaite qui apparaît comme une défaite à l'Assemblée nationale, finalement, elle n'est pas tant que ça. Parce que eux, ils ont pris le lead là-dessus. Les macronistes, comme on vient de le voir, et la droite et l'extrême droite a refusé. Ça leur permet de dire, voilà, regardez, on a fait une mesure de gauche qui a été refusée. Et derrière, on a une France insoumise qui était un peu à la traîne, qui a pu dire, oui, elle était light, elle n'était pas au même titre que Zuckman, etc. Mais tout ce qui se passe, c'est que dans la bataille intellectuelle et culturelle, on se rend compte que le PS tente de redevenir une force de gauche. Il n'obtient pas des amendements, etc. Il en obtient, ou il tente d'en obtenir ou d'en faire passer. Ça, c'est le dernier en date. Il nous fait croire qu'il a créé un nouvel impôt de solidarité sur la fortune, voilà, amendement adopté. Alors, est-ce que c'est le même niveau de couillonnage que quand ils nous ont dit qu'ils avaient suspendu la réforme des retraites, alors qu'en fait, c'est exactement pareil, mais décalé de 3 mois? C'est ça à peu près la même chose. On parle de 1, ils sont passés de 1%. Enfin, c'était 1,5, maintenant il passe à 1%. Alors c'est un peu technique puisque c'était l'impôt sur les mobiliers improductifs. Ils nous font croire que c'est le rétablissement de l'ISF. Alors allez voir, là, il y a les camarades Carlos Martin Bilango qui nous montrent que tout ça c'est faux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit bien qu'ils appliquent leur agenda politique, c'est-à-dire de se faire passer pour la gauche, en tête de la gauche, au sein du Parlement, en faisant des batailles, comme l'avait dit Fort, on a fait des capsules là-dessus, etc. Et la FI est en train d'être à la traîne. Elle est en train d'être à la traîne parce qu'elle n'est là qu'en réaction à ce que fait le PS.
Quand ils proposent Zuckman, même s'ils font Zuckman Light, ils disent bah non, c'est pas vrai Zuckman. Quand ils font ça, ils sont en train de démonter. Et ça, c'est un vrai problème. Cette idée de on va simplement essayer de débunker qui a l'avantage. La FI avait l'avantage quand c'était les autres qui essayaient de la débunker. Voilà. Pourquoi c'est un vrai souci ? Parce qu'en fait, on se rend compte que le bloc central est en train d'exploser de A à Z. Voilà. Et il y a la place, effectivement, ce qu'on disait pour une gauche. Moi, je vais vous donner un exemple là-dessus, assez intéressant. L'article du Parisien, Zoé, qui montre le SMIC va bondir de presque 14% en 2 ans en Allemagne. Donc on voit que, alors à moins qu'on considère que l'Allemagne d'Olaf Scholz, qui est, on va dire, à l'avant-garde... Moi, je pense que c'est vraiment, oui, pour moi, c'est vraiment la révolution bolchevique en marche voilà, en Allemagne. C'est Leibniz et Luxembourg qui sont revenus d'entre les morts en Allemagne. Donc le gouvernement allemand, donc c'est quand même une alliance avec la droite, hein, comme d'habitude en Allemagne. Mais comme toujours. Mais quel pays de merde! Pardon, alors c'est pas contre les Allemands, hein, mais quelle organisation politique de merde! Et tu sais, à chaque fois en France, ils sont là. Oh là là, l'exemple allemand, regardez, c'est incroyable, cette démocratie. Tout le monde vote pour les partis qu'ils veulent, et puis après, ils font des coalitions entre eux, ils se mettent d'accord pour la meilleure politique, qui est systématiquement une politique de droite avec cette technique. C'est vraiment nul. C'est nul à chier. Je n'en peux plus qu'on nous présente ce truc comme la panacée, je sais pas quoi et tout. C'est le pire système politique possible. Bah, c'est ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on voit donc le salaire minimum en Allemagne a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans. Pour des gens qui pensent qu'on est toujours à la traîne de l'Allemagne. En général, les gens dans l'histoire de France qui te disent qu'on est à la traîne de l'Allemagne... Avec encore une fois tout notre respect pour nos camarades allemands, hein, pas de soucis, voilà, pas de germanophobie ici. On parle d'organisation du pays, vraiment, pitié. Ne prenez pas ces gens en exemple. Comme le dit l'adage de communistes que nous sommes, on aime tellement l'Allemagne qu'on préférait le temps où il y en avait 2. Tout à fait, exactement. Donc ouais, ça date d'il y a 10 ans. Et en fait, pour info, ça a été justement le grand moment où le SPD, donc les sociaux-démocrates allemands, ont commencé à faire du dumping et à vraiment compresser les salaires. Et ils ont tellement compressé qu'ils ont dû quand même créer un salaire minimum parce que sinon ça allait être un peu problématique, quoi. Donc ils ont fait un salaire minimum et là ils vont avoir la plus grosse hausse. Alors il y avait des hausses constantes, etc. Donc le salaire minimum, le niveau allemand, c'est vraiment des gens qui ont compressé les salaires sur ces 10 dernières années, fait augmenter l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, en Allemagne, c'est la population où il y a le plus de vieux qui travaillent jusqu'à 68, 70 ans. Ah, mais je sais, ils trouvent ça super. Faire des métiers, mais... L'emploi des seniors, Chris. Tu y penses à l'emploi des seniors ? C'est ça, et vraiment des gens en plus qui font des métiers de tâcheronnage parce qu'ils sont souvent sortis du monde du travail parce qu'ils sont un peu trop vieux, donc ils sont pas aussi productifs, et donc ils vont faire des métiers basiques de tâcheronnage, du rayonnage en magasin, etc., pour aller compléter leur dernier trimestre avant la retraite. Enfin, je veux dire, c'est absolument horrible. C'est le modèle allemand qu'on nous vend. Donc là, ils sont obligés de revenir un peu là-dessus. Ils font 14% d'augmentation du salaire, donc qui va passer à 13,90 €, presque 14 € de l'heure, soit une hausse de 13,9, voilà. Et environ 6 millions de profiteurs travailleront de cette augmentation. Alors c'est moins que prévu, voilà, c'est toujours un peu une trahison, parce que ces derniers auraient souhaité une hausse jusqu'à 15 €, alors c'est en 2 ans, hein. Et donc le salaire minimum allemand est actuellement le 4e plus élevé de l'UE, derrière le Luxembourg. ça par contre, je pense qu'on n'arrivera pas à le battre, en tout cas dans les conditions actuelles du système, ça va être compliqué, voilà. L'Irlande, qui a beaucoup fait de politique de gauche, on pourra en parler de l'Irlande, ça peut être intéressant, et les Pays-Bas, voilà. Donc le chancelier social-démocrate Scholz donc, a fait un SMIC qui est aujourd'hui plus important qu'en France. Voilà. Donc je rappelle, voilà, 2015, c'était Angela Merkel qui avait fixé le SMIC en Allemagne. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 choses. Ce qui est très intéressant dans cette hausse d'un coup là, du SMIC, c'est aussi ce qu'on voit dans les politiques espagnoles d'hausse du SMIC, c'est aussi ce qu'on voit en Irlande, c'est que on voit bien la contradiction du système capitaliste d'avoir tellement néolibéralisé, d'avoir appauvri la classe productive, la classe ouvrière, et c'est d'ailleurs la classe qui consomme, que le système aujourd'hui ne tient plus et n'est plus capable de faire de la croissance. On vous l'a expliqué de manière très importante, et c'est aussi ce que dit la FI quand elle parle de la consommation populaire et de la relance par la demande, etc. On voit bien qu'il n'y a plus de possibilité de faire tourner la machine si, de l'autre côté, on affaiblit grandement les consommateurs.
Donc là, on a vu des élections de gauche, donc Scholz qui n'est pas du tout l'extrême gauche, hein, qui est même plutôt à droite, même de notre PS à nous, hein, c'est pour vous dire un petit peu le niveau de ces gens-là, augmenter d'un coup le SMIC parce que là où le néolibéralisme allemand s'était abattu, ils comprennent que ça ne fonctionne plus. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour une politique au centre, mi-droite, mi-gauche. Il faut absolument soit faire de l'austérité ultra-violente, et nous, on a des macronistes et la droite et l'extrême droite qui vont faire ça, avec du racisme en plus, etc. Soit pour une gauche, et ça, c'est ce qu'on appelle la moïsation, qui va devoir essayer de relancer la machine. La dynamique de ce que fait le PS, les dynamiques des forces productives derrière qui en ont besoin font qu'il y a un espace aujourd'hui pour une forme de gauche comme en Allemagne, comme en Espagne, comme on peut voir aussi apparaître aux États-Unis. Il y a Trump et de l'autre côté, il y a l'effet Mamdani, voilà, la gauche du Parti démocrate qui reprend un peu du poil de la bête, etc. On voit effectivement une moïsation à l'échelle mondiale où les politiques intermédiaires telles qu'on l'a vu Biden au centre, Macron, Keir Starmer qui est en train d'échouer au Royaume-Uni ne fonctionnent plus. Et donc cette moïsation va permettre d'obtenir une gauche. Et cette nouvelle gauche, la question ça va être laquelle va prendre le lead. Pour l'instant, le PS est en train de bien jouer sa carte parce qu'il est en train d'incarner le lead sur la taxe sur les riches, sur demain l'augmentation du SMIC. Vous allez voir qu'ils proposeront l'augmentation du SMIC à 1 600 € net, comme ça je vais bien le pré-shot, comme il était dans le programme du NFP, parce que finalement c'est une augmentation de moins de 14% que ce que font les Allemands aujourd'hui. Bah oui. C'est pas énorme en fait, 1 600 € net de SMIC, avec l'inflation qu'il y a eu et tout. C'est naze, hein. Enfin, exactement, c'est absolument nul. Et cette politique de relance de la consommation populaire, vous allez voir que ça va être un programme, et nous on le dit, récupérable par le PS et l'AFI. Et l'AFI ne va pas pouvoir se contenter de dire « Ah mais non, on va débunker, etc. » Il faut qu'elle en sorte. Et il faut qu'elle trouve un moyen d'action. Et moi, je pense que, par exemple, la taxe Zuckman, on ne l'attaque pas en faisant une plus grosse taxe, en machin. Il va falloir trouver des modes d'organisation de l'économie bien plus radicaux et transformateurs de l'appareil productif que accepter qu'il y ait des riches et leur prendre un peu, même si c'est sur leur capital, même si il va falloir nationaliser. Moi, je vais faire des propositions. Il va falloir reprendre des moyens de production à ces gens-là, leur reprendre des moyens de production pour les faire tourner directement par les travailleurs ou au moins par la socialisation, c'est-à-dire la nationalisation et la planification de certaines entreprises. On a parlé dans d'autres capsules avec Zoé, par exemple, de l'industrie pharmaceutique, voilà. Mais il y en a d'autres, l'énergie, les biens de subsistance. On ne va pas pouvoir se contenter simplement de les laisser dans leurs mains et de les taxer quand ils feront du profit, voire même de faire des taxes un petit peu plus progressistes et anticapitalistes comme la taxe Zuckman. Sur la question de la circulation de la monnaie, on ne peut pas se permettre simplement de laisser la richesse croître et en reprendre un peu aux riches. Taxe de riches est un slogan pour les SOSDEM. Pour le PS, il faut absolument qu'on aille plus loin. Il faut reprendre le contrôle du circuit même de l'argent, de la monnaie. Ça, on va faire des vidéos là-dessus, mais si vous voulez, sur la chaîne de YouTube de Position Revue, vous avez là-dessus des choses sur les théories de la MMT pour vraiment aussi détruire la logique de la dette, détruire de la logique que l'endettement est un problème, de reprendre la souveraineté monétaire, faire en sorte qu'il y ait un circuit socialisé du trésor public qui permette que les capitaux soient créés dans l'intérêt et dans les besoins de la communauté et pas simplement au bon vouloir des riches sur lequel on prend tout ou partie. Je me permets une petite explication là vite fait sur ce que tu viens de dire parce que tu as utilisé des mots où tu sais pour les gens qui sont pas très habitués aux termes de politique économique et tout, c'est pas simple. Actuellement, pour imprimer de la monnaie, pour créer de l'argent en France, en Europe, dans plein d'autres endroits, à part aux États-Unis qui ont plus ou moins la souveraineté monétaire, vous devez demander à une banque centrale d'imprimer des billets. Ces billets sont donnés à une banque privée qui ensuite le prête au pays avec un taux d'intérêt. C'est-à-dire que la création monétaire qui n'est pas faite par cette banque privée transite par cette banque privée qui vous fait une sorte de taxe, hein, clairement, de rapacité. Et pour vous dire, ces taux d'intérêt sont tellement importants qu'actuellement, le montant de la dette française, c'est le montant cumulé des intérêts qu'on a dû payer aux banques privées depuis qu'on a pris cette décision, c'est-à-dire la fin de Bretton Woods dans les années 70. Donc ça, c'est central quand les gens vous parlent de dette, etc. Les marchés sont inquiets, la note de la France va baisser, donc les taux d'intérêt vont augmenter, etc. C'est-à-dire que les mecs vous font une taxe sur la création de l'argent, mais en plus, ça leur permet d'avoir un moyen de pression sur les politiques que vous faites, parce que dès que vous faites une politique qui est un peu trop à gauche, un peu trop anticapitaliste, etc., et ben du coup, ils font monter vos taux d'intérêt, ils vous prennent à la gorge. C'est ce qui s'est passé avec la Grèce, par exemple, et ça permet au FMI, derrière,
on a parlé d'un charmant monsieur du FMI qui s'appelle Desmond Lachman dans une capsule où on expliquait que là, les financiers, les banquiers étaient en train de lâcher Macron, qu'on vous laisse aller voir si vous le voulez, on en parle en détail de tout ça. Mais c'est vraiment important à comprendre. Et le MMT, là, dont vous parle Chris, en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est nous qui reprenons la souveraineté sur notre monnaie, c'est-à-dire la possibilité pour, par exemple, l'État français de produire lui-même sa monnaie. Vous comprenez bien que ça implique de se cartonner avec le reste de l'Europe et notamment avec l'Allemagne qui n'a pas du tout envie de ça. Donc ça nécessite de penser peut-être une sortie de l'euro, etc. On en reparlera dans des capsules bientôt de tout ça. Et donc vous reprenez la souveraineté de votre monnaie et par exemple pour financer la sécurité sociale, au lieu de vous dire on va faire des cotisations, c'est-à-dire le patron va devoir payer des cotisations patronales, le salarié aussi, enfin vous avez compris, cotisations qu'elles soient patronales ou salariales, tout ça vient du travail du travailleur. Hein. Donc bon, c'est toujours un petit peu hallucinant de se dire cotisation patronale, cotisation salariale. Dans les deux cas, l'argent vient du même endroit, faut arrêter. Bon bref, c'est l'argent du travailleur qui est pris. Donc plutôt de prendre des cotisations sur le travail, l'idée par exemple, ça serait de se dire pour financer la Sécu, on a besoin de, je sais pas, de 400 milliards cette année, on imprime 400 milliards. Voilà, tu vois. Alors, j'ai simplifié un peu, Chris. Non, t'as raison. Allez voir les contenus qui sont bien détaillés et tout. Mais en plus, c'est la politique monétaire, ça semble être un truc hyper compliqué qu'on peut pas comprendre et tout. Alors qu'en fait, ça l'est pas tant que ça. C'est assez intuitif de comprendre ces trucs-là. Et ça, c'est vraiment des sujets desquels il faut qu'on se réempare. La dette, la production de la monnaie et tout ça, parce que c'est central et que si jamais on veut penser une vraie bifurcation de notre modèle social, c'est par là qu'il faut l'attaquer. C'est ça. Et donc, c'est des choses qui sont pas encore le communisme, mais qui sont des points radicaux de transformation et de bifurcation. Et l'EPS est en train de commencer à bifurquer du néolibéralisme qui est en crise, ne serait-ce qu'avec Zucman. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà une forme de bifurcation. Et on le voit comment Maud Bréjon résiste, comment d'autres résistent, etc. Et cette bifurcation-là, ils sont à l'initiative. La France insoumise, qui doit être la rupture franche et radicale, ne peut pas se contenter de ça. Il va falloir faire une bifurcation et pas simplement d'avoir des mesures. Ce qu'il faut, l'intérêt de la taxe Zucman pour le PS, c'est que c'est un mode de gestion, voilà, de dire on va aller taxer le patrimoine et ça va nous permettre de faire de la redistribution, ce qu'est le programme SOSDEM. La bifurcation franche et radicale post-capitaliste, néo-socialiste, je ne sais pas comment on l'appelle, éco-socialiste de la France insoumise, elle doit s'appuyer sur des mécanismes économiques qui sont encore plus radicaux que la taxe Zucman. Nous, on propose la MMT, ça peut être autre chose. Alors, si vous vous intéressez à la MMT, lisez Stéphanie Kelton, Warren Mosler, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment très important. C'est des choses qui commencent à apparaître aux États-Unis, mais qui sont vraiment des changements radicaux de paradigme, comme l'a bien décrit Zoé. Et la MMT, je me permets juste, pour conclure là-dessus, de vous dire, c'est une idée de l'équipe de Bernie Sanders, je crois. Enfin, on n'est pas dans communistes radicaux, etc. C'est pour ça que nous, on dit que la FI pourrait quand même muscler un peu son jeu et reprendre ce type d'initiative, parce que là, on parle pas... Nous, c'est pas, encore une fois, nous, c'est pas notre programme idéal, là, dont on est en train de parler. Nous, notre problème idéal, c'est Éric Larchevêque à quatre pattes, dans des rangs de carottes, et une économie totalement démarchandisée. Alors là, je le dis de manière... Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de temps pour expliquer ce qu'est un vrai projet communiste actuellement en France et comment on fait la transition vers un projet communiste. Mais ça serait, on va dire, un début de quelque chose qui serait plus intéressant et qui permettrait à LFI de marquer une différence avec ce que va proposer les SOSDEM mou, etc., qui vont faire ces petits trucs et puis qui, derrière, comme ils ne vont pas s'attaquer profondément au système et qu'on est au-devant d'une crise majeure du capitalisme néolibéral, on va quand même aller dans le mur. Voilà, c'est ça. Et ce qui permettrait une vraie bifurcation, ce dont Mélenchon parle, c'est-à-dire de donner vraiment un coup de virage en Europe et dans le monde, c'est-à-dire en sortant des mécanismes monétaires néolibéraux qu'on subit depuis 40-50 ans. Début 2024, on avait discuté avec Padu et on avait dit justement qu'il y allait avoir cette moïsation et qu'il y allait avoir la réapparition d'une gauche plus keynésienne, voilà, tout n'était pas forcément aller vers le pire et vers l'extrême droite. Il va y avoir des contradictions au sein de la bourgeoisie, il va forcément émerger une forme de néo-keynésianisme, même directement au sein de la bourgeoisie. Ce qui est dommage, c'est que les appareils politiques sont en retard là-dessus. C'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est qu'en fait, le PS
est le programme de la FI et que la FI soit vraiment communiste. On le voit en Allemagne, comme on l'a dit aux États-Unis, on le voit en Espagne, on le voit un petit peu partout. Ce n'est pas la gauche vraiment de rupture avec le néolibéralisme, c'est la réapparition de la gauche d'accompagnement sur les débris du centre, ce qu'est le PS. Mais elle est en train de prendre le lead. Si le programme en phase de rupture n'est pas au niveau, elle prendra le lead sur la gauche. Et quand vous avez vu les 172 députés, la masse qui a fait corps, la question c'est de se dire quel programme sera porté par cette gauche parlementaire autour de 150-200 députés. Est-ce que ce sera un vrai programme de rupture contre l'ordre monétaire néolibéral, contre l'Union européenne, contre la privatisation à tout va et donc avec de la nationalisation, ou un ordre d'accompagnement sur lequel Faure, Vallaud, Ruffin, Glucksmann vont essayer de prendre le lead, c'est-à-dire une gauche d'accompagnement qui va continuer de fabriquer des riches, fabriquer des milliardaires, comme dirait Éric Larchevêque, et peut-être arriver à leur prendre un bout de taxe Zuckman light, sans sucre. Et donc, la lutte politique et matérielle concrète est ici. Et donc, nous, on vous rappelle que notre objectif politique du moment, c'est plus jamais PS. Dans les prochaines semaines, on va faire une grosse campagne là, avec notre asso La Brèche. Plus jamais PS, rappeler l'histoire de leur trahison. On va faire le bilan, on va se mettre d'accord sur le fait que ces gens ne sont pas nos camarades, que ce sont nos adversaires. Ça va nous occuper pas mal dans ces prochaines semaines et ces prochains mois. Si vous voulez y participer, vous avez toujours accès à notre Telegram via le site On ne veut plus, où vous pouvez constituer un comité local, et notamment on va faire, comme on avait fait pour le mouvement du septembrisme, des opérations de collage, etc. Mais il n'y aura pas que ça. Vous allez voir, on vous prépare des trucs très cool. On a hâte de vous en parler. C'est aussi l'occasion de vous rappeler que avec l'association La Brèche, nous sommes signataires d'un appel le 11 novembre prochain à une marche pour la paix. Elle est aussi à l'appel de nombreuses organisations politiques. Cette marche, elle est contre les guerres impérialistes de l'UE et de l'OTAN, contre le budget de guerre d'Emmanuel Macron. Les guerres impérialistes de l'UE et de l'OTAN, on pourra en reparler quand on sera à fond dans la campagne Plus jamais PS, mais ça concerne aussi le PS, qui sont vraiment dans tous les trucs qui font qu'on les déteste, des gros atlantistes insupportables. Et donc, si vous voulez nous rejoindre le 11 novembre, ce sera rendez-vous à 14h, gare de Port-Royal à Paris, dans le 5e. Au début, on aura un rassemblement et puis ensuite, on fera une marche jusqu'au ministère des Armées, mardi 11 novembre prochain à 14h. Vous pouvez, si ce contenu vous plaît, vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aller sur la chaîne de Padu, vous pouvez aller sur la chaîne On ne veut plus, sur laquelle un entretien est récemment paru et un autre entretien va bientôt paraître. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue. Et si vous souhaitez soutenir le travail de l'association avec toutes les choses qu'on fait, le sein graphique, les vidéos Padu Team, les vidéos montées sur les autres chaînes, On ne veut plus, la campagne Plus jamais PS, bref, tout ça, vous pouvez aller sur le Tipeee dont vous trouverez le lien en barre de description. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut.